l'occasion de tester des manières de changer les relations, puisqu'on parlait de sécurité, les relations existantes entre ceux qui gèrent, administrent la sécurité, c'est-à-dire l'État, la police, et ceux qui en sont les objets, c'est-à-dire le citoyen, et le citoyen quand il va avoir un âge de pouvoir. Donc la question est de savoir en quoi effectivement il coupe du monde, et ça le 98 est un événement qui a contribué à changer cette relation. Alors j'ai beaucoup parlé de hooliganisme, comme ça, n'importe comment. Si c'était le mot utilisé pour les parler de cette question. Je voudrais faire un petit point sur la question, très rapide, parce que Nicolas Cadre développera beaucoup plus cette question cet après-midi. C'est vraiment de quoi parle-t-on et quelles sont les composantes de cette question de l'hooliganisme. Alors, première chose, je crois, qui est importante, c'est que l'hooliganisme est associé à la question de la violence. Alors, on verra tout à l'heure, lorsque je ferai un petit tableau de la situation du supporterisme et donc du hooliganisme en France autour de 98, j'évoquerai quelque sorte un passage. Le passage d'une société dans laquelle on pourrait dire qu'il n'y a pas de violence parce que celle qu'on identifierait aujourd'hui comme violence est apprivoisée, socialisée et encadrée, donc d'une certaine manière n'existe pas. À un moment donné où il y a violence parce qu'il y a quelque chose qui échappe dans un certain nombre de comportements sociaux. Pour dire la chose de manière générale, il n'y a pas de question de la violence si vous n'admettez pas que la violence ne soit représentée comme une sorte de triangle. La violence, ce n'est pas A qui tape sur B. A qui tape sur B, c'est comme quelqu'un qui ouvre son parapluie parce qu'il pleut. L'intérêt de la violence, à partir du moment où il y a une position C qui qualifie l'échange de coups comme étant quelque chose qui est dommageable pour la société. C'est-à-dire que la violence, ce n'est pas seulement compter éventuellement des victimes, mais c'est aussi introduire ce point de vue au sommet du triangle qui va attribuer à cet comportement, à cette action, une valeur, et une valeur qui sera soit neutre, soit positive, soit négative. Et que de cette manière, la question de la violence doit toujours faire tenir en compte la position qualifie l'interaction, qui peut être effectivement l'interaction, il y a dommage physique. On peut très bien faire des dommages physiques, passer des coups, considérer que ce n'est pas grave, mais aussi on peut considérer que c'est quelque chose d'absolument intolérable. Et c'est ce passage auquel on assiste, en gros, dans le domaine du sport, dans la société française, entre 1970 et 1990. Maintenant, un petit point sur hooliganisme. Vous n'étiez pas là hier, sauf quelques personnes dans la salle. Anastasia Tofala a dit hier, il n'y a pas de définition juridique. Est-ce qu'il y a une définition sociologique? Pas une définition juridique dans la vie, il y a aussi une définition sociologique, c'est-à-dire un usage des mots. Alors je propose pour à la fois clarifier, j'espère, et aussi complexifier et rendre plus confus la question, de proposer un certain nombre de conditions d'utilisation du mot hooliganisme. Au moins de repérer ce qui, dans l'histoire sociale du football, mais aussi l'histoire sociale en général, fait émerger cette catégorie de hooliganisme et de hooliganisme. Alors la première, elle est toute simple, enfin les deux premières sont toutes simples, c'est simplement un rappel historique. Qu'est-ce que c'est que le hooliganisme lorsque la première usage du mot apparaissent? Ils apparaissent où et quand? Ils apparaissent en Angleterre à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il désigne, ce terme de hooliganisme et de hooliganisme? Il désigne en fait ce qu'on pourrait appeler l'émergence des premières sous-cultures juvéniles, urbaines, ouvrières, dans la société anglaise.
je dirais même britannique, puisque la question se pose aussi pour l'Écosse, puisqu'on identifie aussi en Écosse un phénomène qu'on qualifie, enfin, il y a des gens qu'on appelle des hooligans. Pourquoi ils sont des hooligans? Parce qu'ils occupent les coins des rues, parce qu'ils ont des vêtements un peu particuliers, parce que de temps en temps ils se battent, parce que les filles qui sont avec eux sont plutôt mauvais genre. Par ailleurs, ce sont de jeunes ouvriers, de jeunes ouvrières qui, dans la semaine, gagnent leur vie comme ils peuvent. Mais voilà, la première chose. Alors, par exemple, pour situer les choses, le scoutisme. Et c'est que le scoutisme, c'est en gros une réponse au hooliganisme de la fin du XIXe siècle. C'est la proposition faite par un homme de proposer des activités qui permettront de faire retourner à la société des jeunes qui ont des comportements asociaux. Comportement asocial, c'est aussi l'histoire du terme hooligan dans les pays de l'Est. La chronique de l'Union soviétique, mais pas seulement l'Union soviétique, avant même l'URSS, les hooligans sont aussi ces jeunes individus associés. Dans la Russie, l'URSS, ça prend une connotation très politique, parce que les comportements asociaux apparaîtront effectivement comme une mise en question politique de l'ordre soviétique. Mais il y a d'autres termes de hooligan aussi qu'on a. Par exemple, un des auteurs roumains les plus connus, Mircea Eliade, a écrit un roman qui s'appelle Hooligan. Qu'est-ce qu'il raconte dans Hooligan? Il raconte cette espèce d'agitation qui traverse les pays de l'ex-empire austro-hongrois ou de l'ex-empire ottoman et qui sont travaillés par les pulsions nationalistes, par les questions de travail, tous les éléments qui sont des éléments qui mettent en question l'identité sociale, nationale de l'individu. Et les hooligans sont ceux qui choisissent en quelque sorte, dans ce roman de Mircea Eliade, la voie de l'imposition par la force d'une sorte de renouveau islam, renouveau national. Alors, gardez effectivement ces termes en tête parce que leur signification, même si en 1960 en Angleterre on ne pense pas à Mircea Eliade, dans le Daily Mirror on parle de supporters, n'empêche que les significations se transmettent. Voyage. Alors la troisième, c'est celle-là. C'est 1960. 1960, l'Angleterre est confrontée à un certain nombre de nouveaux phénomènes. Voilà, les stades ont changé en Angleterre, le public a changé, les supporters se déplacent, ceux qui se déplacent sont les jeunes. Et qu'est-ce que font les jeunes quand ils se déplacent? Là, en gros, ils passent des trains, ils se déplacent, ils sont aventureux. Et comment est-ce qu'on va appeler ce phénomène? On va l'appeler hooliganisme. En même temps, on va pas toujours appeler ça hooliganisme, on va trouver des tas d'autres noms qu'on utilise à l'époque, mais petit à petit, le terme hooligan va se fixer pour désigner les comportements déviants, délinquants en certains cas, même voire criminels, s'il y a une force physique, de jeunes se rendant au majeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir de ça, vous voyez, ce jeu de hooligan est à la fois un jeu de... Si je suis commentateur de la société, observateur de la société, il faut bien qu'à mon lectorat, je leur donne des catégories faciles. Je ne peux pas dire des jeunes gens qui se comportent mal. Non, c'est plus intéressant de pouvoir donner une étiquette à ces jeunes gens qui se comportent mal. Le terme hooliganisme, c'est ce travail d'étiquetage, de labellisation, qui fait que, avec un mot, on ramasse toute une série de significations qui par ailleurs vont être dispersées, mais qui vont donner un sens, une publicité, un côté spectaculaire à des choses qui peuvent être non plus. Mais à force de voir hooligan, on va se dire, oh là là, ils ne sont pas. Ça s'appelle dans la sociologie anglaise de l'époque, on fait de l'amplification. Catégorisation, je catégorie, je donne catégorie. Amplification, en nommant en permanence tous les faits
de cette quête hooligan, je donne au hooliganisme une dimension absolument terrifiante et universelle. Ils sont partout. Donc, phénomène de définition, de labellisation, mais aussi phénomène dans l'histoire. Là encore, je ne m'attarde pas, je laisse Nicolas Katz faire le détail de la chose. Je vais savoir insister sur les mécanismes qui sont à l'œuvre. Phénomène donc de catégorisation, labellisation, mais phénomène aussi d'autodéfinition. Pourquoi autodéfinition? Parce qu'à un moment, parce que dans tous les pays d'Europe s'organise une nouvelle manière de soutenir les clubs de football, qu'on appelle le supporterisme extrême, on appellera plus tard les ultras. Bien, quand se développe un phénomène, autre mécanisme sociologique de diffusion d'un phénomène, c'est qu'en fait, il s'autonomise, ça devient une activité en soi, et puis il se différencie. C'est bien sûr, il y a des supporters, mais si je ne peux pas être supporter comme tout le monde. Le fait de ne pas être supporter comme tout le monde fait que ce que je fais en tant que supporter devra trouver un nom particulier. Et ce nom particulier, par exemple, pour certains sera dire en termes d'autodéfinition. Moi, je ne suis pas un supporter comme les autres, moi je suis un hooligan. Ça a tel type de caractéristiques, un hooligan. Ça n'a pas la même caractéristique que celui qui s'appelle Ultra, ou celui qui s'appelle Newton Fan, ou qui s'appelle fidélicémie, même parce qu'il y aura des différences avec les anciennes générations. Donc, définition et reprise sur soi d'une définition, autodéfinition. Et puis il y a une autre dimension qui est importante, mais là c'est un peu de la puissance sociologique, c'est que le terme de hooligan, comme le terme ultra, encore, je ne fais qu'introduire le débat, c'est aussi ce qui caractérise la sociologie. Il y a un travail de typologisation. Pourquoi est-ce qu'un sociologue va utiliser éventuellement le terme hooligan ou le terme ultra? C'est parce que d'une certaine façon, il ne désigne pas des catégories des populations réelles qui auraient des traits particuliers que vous pouvez reconnaître d'un coup. Ce sont des... Non, vraiment, une typologie, c'est-à-dire qu'il montre comment dans les comportements qui paraissent pour des yeux inhabitués, quelque chose de parfaitement commun, identique, sont à l'œuvre en fait des logiques d'action qui sont différentes. Donc ça a un sens, dans un raisonnement sociologique, de dire il y a quelque chose qu'on va mettre du côté de dans cette typologie, du côté du type hooligan, du type ultra, parce que les logiques d'action, c'est-à-dire le sens que les acteurs de l'action sont différents. Autre point aussi d'éclaircissement dans le débat, c'est autour de ces questions de la violence. Alors, je l'ai dit, dans mon esprit, on ne peut pas parler de violence si on se contente de quantifier ou d'énumérer des faits qu'on pourra qualifier de violents, mais parce qu'on aura introduit cette position C qui caractérise, qui donne effectivement une valeur positive et donne un sens social à ces faits. Ça, c'est une chose que maintenant je dis. Voyons un peu les questions que vont poser une fois qu'on a admis ça. Donc effectivement, ce que l'on va analyser, ce sont des choses qui ont été socialement admises. J'ai quelques petits, on a à sa disposition quelques petits modèles, et qui ont une importance, ces modèles, on peut préférer l'un ou l'autre parce qu'ils vont nous mettre dans des directions un petit peu différentes si on se pose par exemple en termes de réforme de la société. C'est pas tout à fait pareil, je dirais, de vouloir réformer la société si on considère par exemple qu'il y a des groupes sociaux qui sont violents par nature. Qui sont violents par nature, d'une certaine manière, pas comment faire. Simplement faire en sorte qu'ils évitent de toucher les autres. Bien. Donc on a comme ça quelques petits modèles. Je laisse de côté celui-là qui est un modèle un petit peu caricatural, en disant, bon, on peut avoir une tendance quand on évoque la question de la violence, je dirais de donner une dimension structurelle. Structurelle, ça veut dire de considérer qu'en fait la société est violente.
société est violente. Pourquoi les gens de la société? Tout simplement parce que la société, c'est une structure sociale. Structure sociale, ça veut dire qu'il y a de la hiérarchie, qu'il y a de l'inégalité, qu'il y a des distributions de ressources qui sont inégales. Donc, parce que les comportements humains sont des comportements mimétiques, eh bien, les comportements humains sont marqués par l'envie, par le désir. Donc, ce que je n'ai pas, je veux l'avoir. Que je suis frustré de ne pas avoir. Si je suis frustré, je vais trouver un moyen de cette frustration. Bon, voilà, ça c'est un cadre très général, mais tellement général d'une manière qui ne nous dit pas grand-chose, puisque ce qu'on devrait au milieu de savoir, c'est que, à ma foi, la société opère très vite dans une sorte de menace permanente. Puisque si on considère que ça, c'est ce qu'on fait social, nous sommes entourés au risque de la violence en permanence. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, finalement, la violence la plus extrême est rare. Alors, pourquoi elle est rare? Pourquoi elle n'est pas si importante que ça? Alors là, il y a deux points qui sont, je donne un petit peu comme ça, mais la façon dont j'essaie de travailler depuis quelques années, qui sont un peu les cadres que j'essaie de prendre en compte. Le premier, oui, c'est de se dire, il y a quelque chose en quand on est société qui fait que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les frustrations, les pulsions, le sentiment d'injustice, de profonde différence avec les autres, est transformé, géré par la société, canalisé par la société. Donc je fais référence par exemple parce que le modèle, donc vous avez vu Eric Deming en dernier, le modèle écouté de Norbert Elias, est de considérer que pourquoi il n'y a pas tant de violence, c'est parce que finalement la société, à travers les institutions, à travers les interactions qu'elle produit, la multiplication des interactions qu'elle produit, amène les individus à contrôler leurs émotions et donc de ce fait à ne pas exprimer directement la menace, l'envie, le sentiment d'étrangeté qui en d'autres circonstances leur aurait fait répondre très directement à une attaque. Deuxième aspect qui me semble-t-il, il y a un petit débat sur le début de débat sur la hier, en fait, c'est rien à faire, mais à mon avis, Elias n'est pas un sociologue universel. C'est pas un sociologue qui prétend rendre compte de l'ensemble des faits qu'on peut identifier dans l'histoire des sociétés. Elias, me semble-t-il, s'intéresse à ce qui, simplement, on identifie des sociétés particulières qui sont à l'œuvre dans une société particulière et aboutissent effectivement à ce que certaines formes de contrôle des émotions fonctionnent d'une façon dans une société, pas dans une autre. Donc pour rebondir sur des discussions. Mais il me semble qu'un autre aspect intéressant dans l'IA, c'est que cette question du contrôle des émotions est aussi une question qui ne tend pas vers la disparition des émotions sous l'effet du contrôle, mais plutôt sur une sophistication des émotions, donc de la recherche des émotions. Ce qui dit que dans le cadre d'Elias, on peut, me semble-t-il, comprendre des aspects qui paraissent complètement irrationnels, comme la recherche des émotions à travers la violence. Parce que le travail de civilisation que décrit Elias est un travail qui effectivement amène les gens à raffiner leurs émotions, ne les font pas disparaître, mais en même temps les met dans des situations éventuellement d'insatisfaction par rapport à la véritable émotion qu'ils recherchent, fait que des sociétés extrêmement civilisées au sens d'Elias, ils n'ont pas de façon sur le terme de civilisation dans le sens d'Elias, sont des sociétés qui vont rechercher et multiplier des formes de mobilisation et de satisfaction des émotions. Par exemple, les questions de la consommation de drogue, comme la question par exemple de la sexualité, comme la question de la violence, peuvent s'analyser comme des manières contrôlées de se décontrôler. Et me semble-t-il, dans des formes qui paraissent irrationnelles ou aberrantes des comportements des individus, notamment dans le goût pour les affrontements, pour le plaisir des affrontements, il y a quelque chose qui se fait aussi. Alors,
Ça, c'est un cadre. Et on verra plus tard qu'un autre aspect d'Elias est important aussi. C'est pas tellement lui qui l'a développé, c'est plus ses successeurs, notamment le Condé. C'est en fait ce qu'il appelle le processus de décivilisation. C'est-à-dire qu'on peut construire, une société peut se civiliser parce qu'elle multiplie les interactions, donc à ce titre rend une société plus pacifique, plus civilisée. Une société aussi peut se déciviliser parce que les interactions et la caractérité se défont. Je rappelle qu'Elias, l'image d'Elias, c'est l'image d'un tissu, un entrecroisement de tissus, des trames. Donc quand une trame marche bien, aucun point de ce tapis que dessine la trame n'est isolé des autres. Et si je déchire la trame, comme on pour l'autre, je détruis les interactions, je détruis les interrelations, je détruis donc les éléments de l'intégration au sens de l'intégration. Et donc je contrôle. Donc ça c'est un troisième point aussi à mettre, je pense, dans le débat sur la communication. Et puis deuxième piste, une piste qui est beaucoup plus micro-sociologique. Qui essaie de considérer, oui, finalement, bah oui, on parle de violence, mais on va dire, elle est rare cette violence. Donc, pourquoi elle est rare? Parce que c'est dur. C'est dur. C'est plus facile d'appuyer sur un bouton. Mais lorsqu'on est dans une confrontation directe, c'est très rare. Ce qui veut dire que la session violente sont rares, parce que les sessions violentes, on va être capable de dominer ça. Et ça, je pense que ça serait presque travaux pratiques que tu peux faire. Il est interrogé sur les histoires qu'on raconte, et je pense que c'est une histoire qu'on a racontée hier, au propos d'un supporter. Et moi, cette histoire de supporter, je me rappelle beaucoup de l'histoire du supporter du Paris Saint-Germain qui est mort au péché. Des profils des individus tout à fait différents, mais le processus dans lequel conduit le supporter me paraît très très similaire. Ce qui veut dire quoi? Il veut dire simplement une chose, c'est que la question de la violence est liée, dans cette perspective micro-sociologique, est liée à la capacité qu'ont les individus de dominer une situation de tension et donc de dominer la peur d'une situation. La peur que provoque une situation de tension. Et que la violence se déchaîne lorsque, pour une raison ou pour une autre, la peur qui a existé dans une tension se trouve en quelque sorte libérée par une transformation de la situation. Alors, désolé, je ne pensais pas du tout faire ça ce matin. Je laisse prendre par les choses qu'on a en tête. Ça fait référence à un point, je laisse tomber aux situations de panique qu'on peut rencontrer et qui sont très souvent les situations dans lesquelles il y a effectivement un nom important de panique. Ce sont les situations de retournement. Ça veut dire aussi cette question alors, de la domination de la peur, c'est la question de la technique. La violence est une technique. La violence n'est pas une disposition chez certains individus qui seraient violents, pardon. La violence est une technique qu'on a. Ce qui veut dire que l'individu violent n'est pas un individu qui serait uniquement, qui obéirait uniquement ses pulsions. Au contraire, un individu qui est capable de très très bien. C'est lui le violent efficace. Dans la violence, c'est le violent efficace et le violent inefficace. Le violent inefficace, c'est pas trop de. Le violent efficace, c'est et puis, dans ce point-là, là encore, c'est propos d'hier qui fait bloquer les allusions qui ont été faites hier et avant-hier, les allusions qui ont été faites au modèle de gestion des situations de tension. Bien. Une situation de la violence, son déclenchement est lié à la manière dont les acteurs définissent une situation. Si je définis la situation comme une situation d'agression, de conflit, de tension, d'agressivité, je définis la situation et éventuellement je me prépare pour la situation. Mais ce n'est pas seulement l'effet d'un acteur qui décide de
c'est-à-dire je vais définir une situation comme étant celle dans laquelle je vais poser sur tel territoire, tel espace, le pouvoir, la dominance, c'est aussi celle de la manière dont on répond ceux qui sont en face. Donc dans l'interaction se trouve définie la situation qui va faire qu'effectivement ce développement de la vie. Ça fait très référence, très nettement à ce qui a été développé le premier soir par l'inspecteur de la police académique sur le modèle qui avait inspiré de Adam, mais qui a été repris hier aussi par des propos, sur le modèle qui consiste à dire une situation peut être définie comme violence par un acteur, mais si l'autre acteur de la situation ne la définit pas comme telle, la situation ne sera pas violente. Ce qui veut dire que dans une confrontation, les gens peuvent être agressifs, violents, mais si les protagonistes en face ne sont pas, une partie, peut-être tout, de la violence, on va faire. Comme on dit, pour se battre, il faut être. Donc, ça m'amène à un petit point, parce qu'on a discuté hier, la question de l'alcool. Fait que depuis qu'on a démarré ce séminaire sur le coup d'alcool, comme étant un élément important du déclenchement de la oui, parce que si je dis que la situation dans laquelle je vais me retrouver suppose que je me prépare, notamment pour combattre ma peur et ma tension, bien des produits psychoactifs comme l'alcool, je peux peut-être un peu mais je peux aussi dire, parce que je suis un technicien de la violence, et bien que j'utilise rationnellement la violence, je vais voir. Je sais que si je vois, je serai inefficace. Donc, il faut bien voir cette dimension de la violence. Ça fait aussi partie des techniques, des technologies qu'on va utiliser dans une situation de confrontation. Et puis alors, je vous donne un autre exemple, je prends les 98 quand même, on parle de 98. Eh bien, 98, qu'est-ce qu'on voit 98? On voit Marseille, Angleterre-Tunisie. Je ne sais pas si Marseille, la gare est en haut, vous avez la Canebière, la mer qui est en bas. Et entre la gare et la Canebière, il y a plein de cafés. Les supporters anglais arrivent avec un franchard, ils descendent vers la Canebière. Qu'est-ce qu'ils font les supporters anglais? Ils s'installent dans des cafés. Parce que, pour un homme en déplacement, on s'installe dans un café parce que c'est comme ça que les choses se font. Mais les cafés ne sont pas tous les mêmes. Parce que vous pouvez rentrer dans un café en disant on va boire du pastis, etc., parce que c'est comme ça qu'ils font à Marseille, et c'est vachement sympa, et puis voilà, c'est la Provence, et puis on est en vacances, c'est très bien. Et puis on peut dire, on rentre dans le café, on le barricade, on prend des câbles, on fait un rempart, et on s'installe là. Et ça devient plateforme. Vous voyez bien, deux conceptions de l'usage du lieu de boisson. Un usage, on dira couvert, c'est le café couvert. Je suis content de fraterniser avec les Marseillais qui passent ici, parce que voilà, c'est très bien. Et l'autre, non. Ceci est une propriété, alors, pour les Anglais, de la couronne britannique, de son combat, des supporters de Chelsea, donc autre chose. Vous voyez bien, voilà. 200 euros. Deuxième, inutile de vous dire, où ça démarre? Où démarre le conflit? Où démarre le conflit? Et le conflit est né à Marseille, sur Angleterre-Tunisie. Deuxième aspect de 98, et ça c'est très très intéressant. Alors, je ne sais pas si ça a un sens pour la situation brésilienne, parce que ça donne le sens tel qu'on peut le voir en France, en Europe en tout cas, en Europe largement. À cette Coupe du Monde, il y avait deux équipes les Anglais et les Écossais. Les Écossais n'ont pas la réputation, dans leur club de football habituel, d'être des agneaux. Au contraire, les Écossais ont une réputation
quand ils sont supporters du Celtic, du Rangers Celtic, d'être des durs. Pour des raisons historiques. Sauf que lorsque les Anglais sont confrontés, lorsque les Écossais sont confrontés aux Anglais dans les compétitions internationales, le problème n'est pas d'être un supporter écossais, de vider sa querelle avec le support écossais, ça va être de démontrer le comportement exemplaire des Écossais par rapport aux Anglais. Et ce comportement exemplaire par quoi il passe? Par le fait que moi, Écossais, je suis capable de faire tous les bars de la vie, d'être de celui qui va faire la fortune des cafés des villes dans lesquelles je pars, de m'écrouler dans les gares, parce que je suis complètement ivre, mais d'être considéré comme un garçon extrêmement sympathique. Ce qui ne sera pas le cas de ces Anglais, bien évidemment, sont des êtres extrêmement méprisables, et qui, eux, ne savent pas consommer l'alcool, parce qu'ils ne sont pas écossais. Donc, à travers ces exemples, c'est important parce que, on voit bien que quand on gère des grands événements sportifs, on va majorer ce qui paraissent être les conditions de la sécurité. Il y a de tous les risques. Voilà. L'alcool est un risque. Si vous prenez l'alcool à des gens pour qui c'est un des éléments de définition de la fête, ça va poser des problèmes. Ils ne vont pas se sentir effectivement bien accueillis. Ils vont sentir une méfiance. Par exemple, à la Coupe du Monde de rugby en France, parce que la loi française est celle-là, on n'a pas le droit de prendre d'alcool dans le stade, à proximité du stade. Les supporters anglo-saxons qui étaient présents, je me dis, mais on est traités comme des barbares, comme des sauvages. Alors que nous, supporters de rugby, sommes des gens absolument exemplaires, pacifiques, amicaux. Hein. Et voilà, et on a été mal accueillis dans ce pays qui en est la Coupe du Monde. Alors, la France. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est sa situation? Quel est ce passage de la violence apprivoisée à la violence incontrôlée? Hier, Paul a fait un tableau de la française. Chaudy, ministre de compagnie, il n'y a pas de bon match entre les équipes de tel endroit et de tel autre endroit, c'était pas une bonne petite partie de pigne. Bon, les pignes, hein, c'est des claques, voilà. Les gestes amicaux, mais qui rentrent bien dans les bonnes traditions, les relations entre deux villages distants de 10 km. Et là, c'est le chauvinisme ordinaire, hein, c'est une campagne ordinaire. Le deuxième aspect, bon, voilà, ça c'est compréhensible, pour tout le monde c'est compréhensible. Il faut bien que les jeunes fassent leur travail de jeunes, on est des hommes, bon, bah, pour être homme, il faut être important, peut-être qu'on est là, mais ça fait peur à personne. Tout le monde l'a fait, et tout le monde sait aussi c'est important. C'est un point qui est très important. Tout le monde sait aussi comment on arrête les choses. Et comme on arrête les choses, on les arrête parce qu'on est capable, soit physiquement, de s'interposer. On est capable d'arrêter quelqu'un qui va faire. C'est-à-dire qu'on a des sociétés dans lesquelles, effectivement, l'excès d'une altercation est l'objet, en général, très rapide, d'un contrôle. On stoppe. Ouais, c'est fini, on rentre, au moins dans ce cas-là. Et au moins cette époque de 20 ans. Avant, c'était un petit peu différent. Mais, en même temps, autre point qui est aussi, je crois, très important et qui définit la situation française, par exemple, qui la rend très très différente de l'Italie qu'on a écrit hier, ou de la Grande-Bretagne, Écosse en tout cas, c'est que le sport en France et le football en France sont, comme l'a dit Paul hier, des passions moyennes ou tempérées. On aime le football, on s'intéresse au football. Mais ce n'est pas constitutif de l'identité des individus. Pourquoi ce n'est pas constitutif?
Parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Oui, il y a un enjeu un petit peu parce que voilà, je suis de tel village et bon, bien. Important, mais ça va pas vraiment. Parce que le sport en France reste un sport qui touche en fait, notamment dans l'entre-deux-guerres et juste très tardivement dans les années 50, finalement, une élite urbaine. Ou une élite ouvrière, à travers le sport des syndicats sportifs, dimension sportive. Parce que la France est un pays qui s'est battu depuis le Moyen-Âge, avec particularisme, mais qui tend à faire de la fierté locale quelque chose qui est secondaire et pas très important et très intéressant à mettre en avant, contrairement à d'autres pays, un pays important de tel qu'on est local. Parce que les villes sont petites en France. Début du XXe siècle, 10 villes de plus de 100 000 habitants en Angleterre. Moi, quand j'étais à l'école, sur les bancs de l'école en 60, on apprenait en France encore qu'il y avait 60. 10 villes autour de 100 000 habitants. Dépasser des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc, les questions d'urbanisation, avec ce que ça implique une population urbaine qui s'installe, qui définit une entité locale, tout ça, c'est des choses qui sont qui fonctionnent pas pareil. Qui fonctionnent sur un mode beaucoup plus grand. N'oublions pas que la France, très longtemps, est un pays qui est à la fois entre le rural et l'industriel, plus que l'urbain, l'industriel est souvent rural, plus que urbain. Et ce qui fait qu'il y a des sports, par exemple, comme le cyclisme, qui sont beaucoup plus représentatifs de ce qu'est la France. Sport individuel, sport de petit gain. Si je suis ouvrier, si je suis paysan, je gagne une course cycliste, je gagne un petit peu de sous, j'achète une vache. Je suis ouvrier dans une petite ville industrielle, je peux organiser mon lopin de terre parce que je suis en même temps toujours un petit peu paysan. Le football, c'est le football, mais il faut qu'il ait un sens, c'est professionnel. C'est professionnel, c'est que, par exemple, on ait envie de dire je vais faire du football parce que je vais être professionnel et sortir de. Ah non. Nous, en France, si on veut sortir de la ville, on parle des examens pour l'administration, pour monter à la surface, etc. Qui va sortir de la ville dans son football? Pas le français, mais le polonais, lui, qui arrive en France à la fin des années 50. Lui devra effectivement faire du football en même temps que le français. Comme aujourd'hui, immigré, comme Gabriel, il verra aussi dans le football, dans le sport, en même promotion sociale. Tous ces éléments font effectivement le sport apparaît comme une passion moyenne, une passion tempérée. Et voilà, ça change. Ça change dans les années belles de débat. C'est des bascules. Mais les bascules, elles sont en France entre la première crise du pétrole, en 2014, dans le moment où on voit que le modèle de croissance française se défait. Dans une longue crise, très longue. Bon. Quelles sont les caractéristiques qui vont faire effectivement du football un enjeu? C'est ça qui nous intéresse. Voilà, c'est que d'une part, les villes ont grandi. Maintenant, même les habitants des villes ne sont pas des enfants de la campagne, mais sont des habitants des villes. Donc, être de Paris ou de Bordeaux, ça devient quelque chose qui est plus sérieux. C'est une vraie filiation en quelque sorte. On connaît aussi, très important, on connaît aussi, par exemple, en France, c'est toute le fait que la culture populaire française est une culture qui, petit à petit, devient une culture qui est influencée par le monde anglo-saxon. Le modèle des sous-cultures rentre en France. Et si vous voulez, le même phénomène que les Beatles dans la musique va se retrouver dans le sport. Moi qui suis français, j'écoute des groupes anglais parce que c'est bien. Moi qui suis amateur du football, je veux faire comme les Anglais parce que c'est des football. Qu'est-ce qu'ils font les Anglais à cette époque-là? Quand ils ont 16, 17, 18 ans, ils font les week-ends.
font les supporters avec des écharpes. Donc il n'y a pas raison que moi, Français, je ne fasse pas la même chose. D'autant plus que maintenant, je commence à avoir des clubs. Avant, j'en avais pas. Ceux qui avaient, ils ont disparu. Racine, disparu. Et puis, 70-80. Lens, Bastia. L'équipe de France, qui gagne la Coupe d'Europe 84. Il y a des équipes, des choses à faire. Et donc, du coup, la possibilité de rentrer dans une culture internationale. De la même manière que quand on écoute de la musique pop anglo-saxonne, on écoute de la musique, on rentre dans la grande culture internationale de la jeunesse. De la même manière, quand on devient supporter de foot, on rentre dans la grande culture du supporterisme international. En l'occurrence, essentiellement ici, européenne, avec deux modèles, le modèle anglais, le modèle italien, et là encore, je vous ferai sur cette question. Nicolas, rentrer dans le détail. Donc, changement dans la société aussi parce que le constat qui est fait par un certain nombre de sociologues de la jeunesse, c'est le constat selon lequel la France passe dans les années donc la société française change. Dans ce sens où on peut aussi interpréter l'investissement que les jeunes commencent à faire dans les tribunes comme une des manifestations du passage d'une société de reproduction à une société d'expérimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, lorsqu'on est français jusqu'aux années 50-60, on reste le fils de son père et reprend les traces de son père, c'est la reproduction sociale. On améliore un peu parce qu'on va à l'école, à l'université, mais c'est possible parce qu'il y a de la croissance économique, le développement de l'école. Et on passe, à partir des années 80, des sociétés dans lesquelles cette reproduction devient de moins en moins évidente. Devenir ouvrier, fils d'ouvrier, c'est quelque chose qui tend à ne pas disparaître, à s'épuiser progressivement. Ce qui signifie que rentrer dans la vie n'est plus seulement quelque chose qui va se faire de manière en quelque sorte automatique, en ayant quelque petite phase comme ça, transit et de vacances sociales. C'est des périodes qui vont s'allonger. Vacances sociales qui caractérisent la jeunesse, qui pouvaient être de 2 à 3 ans pour la jeunesse ouvrière et qui était un peu plus long pour les étudiants, s'allonge pour tout le monde. S'allonge pour tout le monde, et donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment en vacances sociales? On a fait des études, qui ne trouvent pas encore de résolution du marché du travail, où on a une petite copine, mais bon, on ne peut pas encore s'installer tout seul, où on cherche du travail, mais c'est pas facile. Il faut s'occuper. Comment on s'occupe? On s'occupe en investissant des terrains dans lesquels on peut faire quelque chose qui est intéressant. Donc une des hypothèses, c'est qu'un truc qui est intéressant à faire, c'est de devenir supporter de foot. Ça occupe le temps, ça permet de partager des émotions, ça permet éventuellement de trouver une place, au moins dans une collectivité, ça permet aussi de donner un sens quelquefois politique à cette incertitude. L'actualité française récente, très récente, mis en évidence que le vote, par exemple, jeune, 18-25 ans, était, pour une bonne partie d'entre eux, attiré par le vote extrême droite. Ça peut être voté pour Marine Le Pen. Il se trouve aussi que l'émergence en France
des tribunes du Parc des Princes, notamment du Coq de Boulogne. Alors, le Coq de Boulogne, c'est donc un des virages du Parc des Princes dans lequel sont regroupés les supporters organisés. C'est trouvé la première manifestation publique de jeunes affirmant des convictions nationalistes, racistes, d'extrême droite. Et ça, c'était quelque chose qui empêche penser à partir de complètement aberrant. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de bien à l'image des supporters, mais qui, d'un point de vue d'observation sociale, était fondamental. Ça traduisait effectivement que cette transformation du statut de la jeunesse dans les années 80 avait des répercussions qui étaient des répercussions pas seulement en termes d'augmentation des loisirs, en termes de consommation de musique et des choses comme ça, mais avait aussi des conséquences dans une certaine manière d'articuler un loisir, le sport, et l'expression de sensibilité politique. Alors, bah oui, qu'est-ce que ça fait cette situation de change? Ça fait que voilà, on commence à parler en France du véganisme, des bagarres, des supporters, des manifestations, d'expression de sensibilité politique particulière. Et donc il apparaît un problème social du supporterisme et donc de l'hooliganisme. Et on prend hooliganisme en France parce que c'est le terme que tout le monde utilise. Les supporters eux-mêmes, qui sont hooligans, et puis les médias, parce que c'est comme ça, c'est tout clair. Donc un point de vue. Alors qu'est-ce qui le caractérise, ce point de vue hooliganisme? Et en quoi 98 est une opportunité demandée? C'est que cette gestion du supporterisme, dans un pays dans lequel la question est peu importante, peu dramatique, il n'y a pas de mort pour l'instant. S'il y en a un, c'est vraiment un accident. Une bagarre. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Allemagne. N'empêche que la vision et le dispositif qui va se mettre en place, c'est un dispositif qui fera du hooliganisme un problème au moins aussi important. Ce qui caractérise la gestion du supporterisme en France, c'est que dans les institutions qui vont s'occuper de la question, c'est le ministère de l'Intérieur, pour simplifier la police, qui va être la maîtresse du jeu. Que le monde du football va lui déléguer cette gestion du problème. C'est que les partis politiques, toutes couleurs confondues, parce que les lois qui se succèdent à partir de 85 sont des lois qui se considèrent dans le droite ou de gauche, vont définir cette question du supporterisme comme étant une question du hooliganisme. Elles vont travailler sur cette confusion entre les gens qui veulent être supporters parce que c'est une manière d'intéresser sa vie jeune, et ceux qui sont effectivement des hooligans, parce que là-dedans, il y a bien effectivement des gens qui sont intéressés, soit par la diffusion des élections de droite, soit par le négatif de la violence. Et on a mélangé. Et la Convention 98, c'est en ça qu'elle pouvait être une opportunité. Parce que bien évidemment, tout le monde se posait la question de savoir comment accueillir les supporters de notre pays. Bien, elle n'a pas été un moment dans lequel on a essayé de tenir compte des expériences qui avaient été faites ailleurs. Parce que dans les plus c'est très très grave comme l'Angleterre, le dispositif qu'on connaît maintenant était déjà en place. Parce qu'en Allemagne, le problème était aussi important, mais quantitativement moins grave qu'en Angleterre en termes de nombre de victimes. L'organisation d'un système de gestion du supporterisme, du mot supporterisme, en fait, c'est mis en place dès l'instant où il y a eu le premier incident. Que le dispositif, de mon point de vue, le dispositif satisfaisant, celui qui va articuler effectivement d'un côté une dimension de type répressif, parce qu'il y a bien des individus qui
vont commettre des actes délinquants criminels. Donc, ils vont nécessiter. Et toute une série d'autres individus qui sont simplement des gens qui veulent, à travers le football, exprimer leur attachement au club, passer d'une manière intéressante et excitante leur moment de loisir. Ces gens-là, la dimension principe n'a pas de sens. Par contre, la dimension, je dirais même pas préventive dans ces cas-là, mais la dimension de relation politique entre des supporters qui veulent devenir acteurs du football et des institutions de l'État du football a un sens. Deuxième pilier, définir le possible, deuxième pilier politique entre guillemets, négociation. Troisième pilier, oui, il peut être socio-éducatif, parce que c'est vrai que les supporters, c'est un univers dans lequel vous allez avoir des gens qui vont mettre dans le supporterisme des situations sociales très, très difficiles, dans notre mouvement de jeunesse, dans lequel le travail social doit aussi avoir un sens, parce que les taux de chômage, parce que les gens ont effectivement des difficultés qui peuvent être liées à leur abus d'alcool, leur abus de drogue ou d'autres choses. Et que là, le travail social peut aussi avoir un sens. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont des forces qui permettent de surmonter ce qu'on appelle un légalisme, qui est un problème de légalisme très très compliqué. En fait, la question est beaucoup plus de savoir comment faire en sorte que les jeunes puissent donner un cadre civil, civilisé, socialisé à leur action. Là où je fais important. Et de ce point de vue-là, 98 a été parce qu'elle n'a rien changé. La gestion sécuritaire du problème. Elle n'a pas transformé, bien évidemment, le monde des supporters, et au contraire, c'est démultiplié, bien évidemment, parce que là, on avait l'intérêt pour le football, c'est pas Paris avec la Coupe du Monde, au contraire, c'est développé, et que de ce point de vue-là, il a fallu attendre de dernières années pour qu'un nouveau modèle soit lancé en France sur le marché. C'est un modèle, effectivement, qui est une question de supporterisme, une question de relation avec un groupe de pression, un groupe social existant dans l'islam, avec lequel il fallait trouver un mode de négociation. Donc voilà pourquoi un événement qui peut effectivement provoquer de grandes attentes, de grandes espérances, peut aussi être une opportunité, parce que, par habitude, par crainte, par incompréhension du phénomène, on préfère aller là où c'est plus simple, la gestion policière est plus simple, que nous en faire appliquer. Par contre, les issues de la situation, elles, sont les simples riches, les simples réceptions, je vous remercie. Pas tout ça.